Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle preview sur le Foot US Media. Quel plaisir et quel bonheur de lancer la saison. On y est, on est dedans, ça y est. On s'approche à grands pas de la nouvelle saison 2026-2027 de NFL. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul et on va parler d'une équipe qui est sans doute un prétendant déjà peut-être au playoff et peut-être pour un prochain Super Bowl. On ne sait pas, on verra. Mais j'accueille tout de suite mon avocat pour cet épisode. C'est Mathis. Comment il va, Mathis? Bah, bien le bonjour, écoute, écoute, ça va, tout Ça va bien. va? Maintenant, on est là pour parler d'une franchise, ça va, on va dire, on va un peu la défendre quand même un peu aujourd'hui. Ouais. Il y a des choses à dire sur la saison passée, mais il y a quand même il y a quand même quelque Il y a eu chose. des déceptions Voilà, surtout. il y a eu des déceptions quand même, mais on va rentrer dans le vif du sujet et je vais donner une petite phrase quand même. Eh oui, attends pas, on cherche tous les ans le trésor, mais on n'arrive jamais à le trouver. Voilà, c'est la petite phrase sympa que j'avais envie de sortir. Et le titre de cette pastille, vous allez la voir après, mais on fait rentrer tout de suite notre invité. C'est Valentin de Bucks France sur X. Comment tu vas, Valentin? Salut, bonjour à tous, mais ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va. Ça Je me va, ça trompe va. pas, c'est bien Valentin ton prénom, hein. Oui, oui, c'est Je me ça, oui. trompe pas. Hein. Dans ma tête, je sais que c'est Valentin, mais des fois, ça peut m'arriver de c'est les prénoms. Donc, Non, Valentin, mais on y va tout de suite. Le titre de la preview, tu vas nous dire si tu valides ou pas, parce que ça va être le visuel de la preview. On a ouais. travaillé un petit peu cette année sur les visuels et tout aussi. Voilà, on vient un média et en plus, par rapport à ça, on a essayé de changer un peu le principe, un peu des choses au départ. Donc voilà, le titre de la preview s'appellera exactement comme ceci. Emeka Egbuka, le nouveau Mike Evans, point d'interrogation. Voilà. Tu valides pas, tu as le droit. Mais voilà, La barre est il est haute. là. C'est posé. Voilà, c'est posé. La barre est haute. La barre La est barre est haute. haute. La barre est haute. Tout d'abord, on y va pour la petite promo. Donc, pour ceux qui ne suivent pas, qui nous suivent en podcast, Valentin, fan des Bucks, vous le retrouvez sur X, Bucks France. Voilà, donc n'hésitez pas à le follow, n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à lui poser des questions si vous voulez parler des Bucks, n'hésitez pas, voilà, de la NFC sauce aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien son truc. Donc voilà, on y va. Valentin, on va revenir donc dans la. Déjà, je vais donner le programme de la preview. Ouais. Déjà, avant toute chose, on revient sur le bilan de la saison passée. On va faire un point intersaison, les forces et faiblesses de la prochaine saison, les attentes de 2026, notre petit prono qui va bien et la dernière question. Voilà, tu es le GM, tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais avec les Bucks? Voilà. Est-ce que tu économises? Est-ce que tu Ouais. dépenses? Est-ce que, voilà, hein, en sachant que la NFL, voilà, le cap grandit chaque année et les franchises touchent de plus en plus d'argent. Déjà avant que la saison commence, avant que les billets soient vendus, on a de l'argent qui rentre. Et ça, c'est quand même magnifique au niveau de la NFL quand même. C'est quand même un principe qui est assez incroyable. Donc, on y revient et Mathis, t'hésites pas à rebondir, t'hésites pas à nous T'inquiète pas. balancer ton point de vue, Mathis. Et du coup, voilà, je vais enlever la slide, voilà, Emeka Egbuka, on verra, est-ce que c'est le futur Mike Evans? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, il a du talent. Valentin, première chose, on revient sur la saison passée, vous finissez avec un bilan de 8-9, un bilan négatif, alors que la saison avait plutôt très très bien démarré, on va dire. Seulement 2 défaites avant la bye week, ce qui était plutôt vraiment très positif, hein, on va Ouais. pas dire le contraire. Et ensuite, on va dire une deuxième partie de saison où les matchs ne tournent pas pour vous, clairement.
Il y a des choses qui se passent aussi. Voilà, on le découvre dans la série quarterback. Je vais pas spoil non plus toute la série, mais on découvre qu'un Baker Mayfield est pas mal touché aussi et qui joue souvent blessé. Bref, ça explique aussi beaucoup de choses sur ces par moments sur ces trous dans certains matchs aussi, ce qui peut s'expliquer. Toi, ton ressenti par rapport à cette saison-là, toi, rapidement. Rapidement, pardon. Rapidement, hyper frustrante. Comme tu l'as dit, on fait un début de saison canon, on perd juste contre les Lions et contre les Eagles. Et encore, les Eagles, on perd à cause d'un coup de pied contré qui est retourné pour un touchdown. Donc hyper frustrante. Baker Mayfield était dans l'épaule pour être MVP. L'attaque tourne de folie alors qu'on n'avait même pas Mike Evans qui s'était blessé. Chris Godwin était encore aussi un petit peu de retour de blessure, donc il était un peu diminué aussi. Donc c'était hyper rassurant. On se disait voilà, avec Mekhi Egbuka, ça y est, c'était arrivé en trombe justement. On se souvient du match contre les Seahawks où il avait tout explosé. Il y avait un duel à distance avec Jackson Smith et Egbuka qui était aussi hyper intéressant. La défense tenait à peu près, et puis surtout ce qu'on voyait, c'était un peu la grinta, dans le sens où sur les trois premières semaines, on arrive justement à faire le comeback dans le dernier drive, à la dernière seconde pour justement les marquer. Et au final, ce qu'on se rend compte sur toute la saison, c'est que peut-être que ces comebacks-là étaient un peu trompe-l'œil, puisque sur la deuxième partie, comme tu disais, après la bye week, on a gagné que 2 matchs et on a perdu des matchs contre des équipes qui, je pense, on n'aurait pas dû perdre. Je pense notamment aux Dolphins, les Falcons qui nous remontent aussi au dernier moment. Enfin, ça a été hyper frustrant. Et je pense que sur cette saison, le diagnostic qu'il y a à faire, c'est qu'on a atteint en fait le plafond de verre de ce que Todd Bowles peut offrir en tant que head coach. C'est pas non plus un grand tacticien, c'est un très bon meneur d'hommes. On l'avait vu sur les précédentes saisons, ce qui était retourné, c'était que justement, il avait cette capacité à souder l'équipe quand même mine de rien et de faire que justement, on avait sur les 2 saisons passées réussi à tenir le bon bout après la bye week pour aller au moins accrocher les playoffs. Cette année, ça n'a pas suffi. Il y a eu des problèmes de blessures, mais en plus de ça, on voit surtout que son schéma défensif a pas tenu. En fait, il est complètement à jour au niveau des coordinateurs offensifs adverses. Donc, je pense que il y a une grosse frustration à ce niveau-là et que on pourra pas faire beaucoup mieux tant qu'il sera justement aux commandes de l'équipe. Ouais, c'est exactement ça. Mathis, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, non, c'est complet. C'est effectivement ce qu'on a à peu près tous hein, de visu, même si effectivement, je suis pas aussi dur avec le coach, mais parce que je suis pas fan de l'équipe, je pense, c'est surtout ça. Je me dis qu'effectivement, là, il y a eu certes des mouvements défensifs l'an dernier, mais s'arrangeront cette année avec les ajouts qu'on va voir plus tard. Mhm. Mais effectivement, ouais, complet et effectivement, c'est à peu près ce qu'on voit, c'est que franchement, pour une équipe comme ça, finir en 8-9, c'est moche. Finir derrière les Panthers sur le papier, c'est moche. C'est surtout la fin de la saison qui est moche. Le début, comme on a dit, est très très bon. Tu perds contre les Eagles. Bon, bah, il y en a beaucoup qui perdent contre eux, hein, ça arrive. Derrière, ta deuxième défaite, c'est contre Détroit. Bon, la défaite est un peu plus dure à avaler. Tu perds sur 24-9. Déjà, tu te fais entre guillemets rouler dessus. Les autres défaites sont pas contre des équipes entre guillemets mauvaises. Par contre, c'est sûr que les 4 dernières défaites, tu perds contre Atlanta, tu perds contre les Dolphins, contre les Panthers, contre les Saints. C'est des matchs que tu dois prendre cela, surtout fin de saison où tu dois essayer d'accrocher ton spot de playoff. Ouais, c'est un peu dur pour les fans des Bucks sur la fin de saison, je peux le comprendre. Ouais, ouais. Ouais, c'était le plus compliqué, c'est que les 3 derniers matchs c'était contre des adversaires de division. Alors on savait que les Saints c'était au moins une année, on va dire entre deux, puisqu'ils étaient un peu en mode de reconstruction, à savoir est-ce que Spencer Rattler ou Tyler Shock allaient venir. Mais les Falcons, même si c'est une équipe qui a du talent, je pense on est quand même au-dessus. Les Panthers, ça a été la grosse surprise, mais depuis que Dave Canales est parti chez eux, j'ai toujours dit que c'est une équipe qui allait loin parce que justement il a cette qualité de head coach. Et là en plus il a abandonné, je crois, le play calling, donc il va vraiment se concentrer sur ce rôle-là. Et je pense qu'ils vont continuer à être un problème dans les années à venir. Voilà. Pour en revenir, en fait, la grosse déception, c'est que tu as 6-2 à la bye week Ouais. et que du coup, tu finis en 8-9, quoi. Et tu gagnes que 2 matchs sur la deuxième partie de saison. Bon, alors, il y a des matchs, oui, les Pats, Buffalo. Buffalo, je sais que tu as le drive quasiment pour égaliser et je crois qu'il y a un fumble ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il y a, ou un inter de Baker ou je sais plus quoi. Pareil, les Saints et Atlanta, comme tu dis, le drive de la fin, tu le perds, machin. Bref, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de points négatifs sur cette saison. Ça n'a pas été dans votre sens. Bon, voilà, il y a le plus
on va dire, le plus embêtant dans ce bilan-là, c'est que vous ne faites pas les playoffs alors que vous étiez à 6-2. Ouais. C'est vraiment ça qu'il faut C'est ça. retenir. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà, la saison est terminée, la saison est faite. Mais voilà, c'était quand même des choses qu'il fallait qu'on reparle parce que Baker Mayfield était même annoncé dans les MVP Ouais. jusqu'à la bye week parce que il performait quoi. Fallait dire ce qu'il était. Ouais, ouais, ouais. Il était dans le game quoi. Il était là. C'est ça. Et moi, qu'on aime ses défauts ou ses qualités, Baker Mayfield, on le connaît. Mais par contre, c'est un mec qui ne lâche jamais rien. Et ça, Ouais. par contre, c'est une force quand même. Et le mec, voilà, je vous invite à le découvrir dans la série Quarterback. C'est quand même voilà. Et il raconte ses conneries, tu sais pourquoi, voilà. Mais ça, c'est drôle, ça c'est drôle. Quand tu connais pas le personnage, ça c'est drôle. Bref. Et ça a été un peu la limite sur cette saison, c'est qu'au final, très vite, en fait, Baker a eu des petits bobos un peu partout, rien de trop grave. Mais justement, comme il a cette mentalité-là, il s'est jamais mis de côté, il s'est jamais mis de repos. Et je me souviens qu'il y a eu une suite de 3-4 matchs où, au début de saison, il avait justement cette capacité à aller étendre le jeu. En fait, on les voit sur les réseaux, tous les highlights qu'il peut avoir, à aller courir 3e et 17. Et en fait, on va le voir, il va courir 18 yards en cassant 3 plaquages. Ça, il avait beaucoup fait sur les premières semaines. Et je sais plus à quel match exactement, mais il se prend un choc en plus et qui fait que de mémoire c'était aux obliques ou ce genre de choses. C'était un peu compliqué et on se retrouve en fait à plus avoir cet élément-là parce qu'il peut plus jouer son jeu et donc du coup derrière on est tout de suite un peu plus handicapé et l'attaque commence fortement à caler. Ouais, l'attaque calme, mais la défense aussi se fait rouler dessus à la course. Bien sûr. Beaucoup. Bien sûr. Et parce que l'attaque, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand ta défense, elle se fait rouler aussi à la course, à un moment donné, c'était porte ouverte pour tous les running backs hein, contre vous. À un moment donné, c'était même galère parce que vous aviez des blessés et tout ça. Mais comme tu as dit, Todd Bowles n'a pas été capable de s'adapter par rapport à ça. Bref, allez, on va partir maintenant sur la nouvelle saison. On a été plutôt assez clair sur l'ancienne saison. Voilà, une saison oubliée, on va dire comme ça, Valentin. C'est ça. Allez, on affiche la slide et donc je vous invite à nous suivre sur YouTube. Hein, on va faire la promo parce que voilà, il faut nous donner aussi de la force et n'hésitez pas à venir voir parce que ça s'écoute en podcast, mais il y a les slides. Donc c'est Mathis qui s'est occupé pas mal des slides aussi avec Edgar, donc je remercie les copains. Donc on a mis les départs, les gros départs, les grosses arrivées. Le cap, la dead money, voilà, le nom du manager, du GM, Jason Lynch. Voilà. Donc Mike Evans c'est parti. C'était quand même un gros départ, même si ça faisait des années qu'il était chez vous. Malgré tout qu'il était blessé, malgré tout qu'il n'a pas fait l'énorme saison qu'il devait faire, mais ça reste Mike Evans et il part chez un concurrent. Hein, on va pas se mentir quand même. Donc Jamal Dean aussi le cornerback, Logan Hall le defensive line, voilà la re-signature de Kedoton quand même qui est importante quand même qu'il faut leur dire. Le linebacker qui arrive chez vous, Lavonte David, le linebacker Alex Anzalone, l'ancien des Lions, le DL Ashon Robinson. Ouais, il revient chez eux, oui, mais il était chez les Lions. Non, David, il a pris sa retraite. Lavonte David, il a pris sa retraite? Ouais. Ah, je crois qu'il revenait, moi. Je crois qu'il non, il a pris sa retraite, ouais. Ok. Bon, petite coquille, ça arrive. Et Kenneth Gainwell, qui a le running back qui est arrivé chez vous. Bref, toi, sur cette free agency, qu'est-ce que tu en as pensé, Valentin? Pareil que la saison, en fait, c'était frustrant parce que la méthodologie de Jason Light depuis plusieurs années maintenant, c'est essayer de justement re-signer nos gars parce qu'on drafte bien et complémenter à ça avec la venue de free agent plus ou moins cheap, plus ou moins peu cher, on va dire, sur le marché, mais sans jamais avoir de grosses signatures. Et après une saison justement à 8-9 où grosse déception de manière globale, on se rend compte qu'il y a besoin d'un impact player, quelqu'un qui va venir et directement dès le premier jour va pouvoir amener justement une intensité, surtout en défense. Ça fait 2 saisons à peu près qu'à peu près tous les gros edge rushers de la ligue sont disponibles. Crosby, Hendrickson, Micah Parsons avait été tradé aussi, et on fait pas de move dessus, on n'arrive pas à faire de move dessus du moins, et au final on fait que des pas de côté, c'est-à-dire qu'on va aller récupérer Alaquin Mohamed qui vient de Détroit justement, mais qui a eu une bonne saison, mais sans être non plus hyper intéressant, et parce qu'il y avait aussi la superstar des Lions dont j'ai oublié le nom, qui a été drafté en même temps que Trevion Walker. On va chercher un Alex Anzalone pour remplacer Lavonte David, mais on n'a pas d'impact player qui va vraiment avoir justement faire passer un cap. Donc c'est un petit peu frustrant. Et puis forcément, le départ des 2 plus grosses légendes du club, ou du moins des 2 plus grosses légendes des 15 dernières années, c'est Mike Evans et Lavonte David. Evans qui va aux 49ers.
il y a rien à dire en fait. Les retours qu'il y avait dans les médias, c'est que cette fin de saison en fait l'a complètement écœuré, et qu'il a compris qu'avec Bowles on n'irait pas très loin non plus et que lui il veut justement jouer une bague. Donc il est parti chez ce qui semblait être un prétendant alors qu'on lui avait fait une offre bien supérieure à ça financièrement. Ça fait mal au cœur, mais je le comprends aussi. Il veut aussi asseoir un peu plus sa légende au niveau de la ligue. C'est déjà une légende au niveau de Tampa, mais je peux comprendre qu'il veuille aussi sécuriser son blouson jaune, sa yellow jacket. Et David, forcément, c'était le cœur de la défense depuis plus de 10 ans maintenant. Ça faisait quand même 2 saisons qu'il était bien en dessous. La saison passée, c'était pas la saison de trop, mais c'est ce qui s'est rapproché de le plus. Alexandre Zalone, ça va être un upgrade par rapport à ce qui a été montré sur le terrain, mais c'est un leader, c'est une légende, donc forcément, ça fait mal au cœur. Donc en termes de free agency, il y a aussi un move qui est pas noté ici, mais qui, je pense, va faire mal à l'attaque, c'est le départ de Rashad White, qui part aux Commanders de mémoire. Rashad White, c'est pas un grand coureur en termes de qualité de coureur, en termes de vision de jeu. Par contre, sur les troisièmes tentatives, c'est probablement un des meilleurs bloqueurs, running back bloqueurs qu'il y a qu'il y a dans la ligue. Et je pense que ça va nous faire du mal parce qu'on voyait clairement la différence quand c'était Bucky qui était sur la ligne ou alors quand c'était Sean Tucker aussi. Kenneth Galway, c'est un très bon joueur, c'est un très bon coureur, c'est un très bon receveur après la réception. Mais je pense pas qu'il ait cette qualité en fait en protection de passe et qui, j'ai peur, va pouvoir nous bloquer à un moment donné. Mais après, ça reste un move latéral comme Jason Light a le secret. Ok, Mathis, tu veux rebondir? Tu veux dire des choses ou pas? Ah, on a perdu Mathis. Ah, les aléas On du a direct. perdu Mathis. Mathis a clairement bugué. Donc, bon, ça arrive. C'est pas grave. Ah, Euh, voilà, la petite page, voilà, quand même. Bon, on l'a mis sur la slide, mais il est plus là. Mais Lavonte David, quand même, qui ouais, était quand même le poumon de cette défense. ouais, Remplacer un joueur comme ça, c'est irremplaçable, hein, on va pas se mentir. ouais. Hein, voilà, le mec, il avait Pépère, il avait je sais pas quel âge, c'était l'un des meilleurs Ouais, linebackers encore de la NFL. Alors je dis pas que c'est c'était le ça. meilleur, mais il faisait partie des meilleurs linebackers. Voilà, des linebackers tu le mettais en fait, tu coches sur le terrain un linebacker que tu veux dans ton équipe, si tu l'as sur ton roster, tu le mets sur le terrain, quoi. Voilà, donc Eh oui, c'est ça. Et puis, même s'il avait plus la vitesse ou l'impact qu'il avait quand il était plus jeune, il avait toujours la lecture et l'intelligence de jeu, donc il permettait quand même de freiner, même s'il il n'arrivait pas au compense plaquage. avec ça, quoi. C'est ça, Il il compense arrivait à avec ça. freiner l'action et pour que derrière, justement, il y ait les bolides qui arrivent. Il y a aussi, je sais pas si vous vouliez en parler, un gros move, mine de rien, c'est le changement de coordinateur offensif qui est une tradition quand on a Baker Mayfield en quarterback, où là, on a fait sauter Josh Grizzard pour faire venir le coordinateur offensif des Falcons, Zach Robinson. Josh Grizzard qui a fait, pareil, une saison aussi un peu compliquée. Mais au final, quand on regarde un petit peu les stats avancées, très similaire à ce qu'avait fait Dave Canales, et ça répond justement bien à un petit peu les attentes qu'il y avait derrière cette saison. On voulait que les Bucks confirment avec une attaque de feu et une défense un peu plus solide. Et au final, ça n'a pas été du tout le cas. Josh Grizzard s'est fait virer alors que Dave Canales, qui avait à l'époque résurrecté la carrière de Baker Mayfield, lui avait trouvé un poste de head coach. Peut-être un peu violent pour lui, parce que je pense pas qu'il était non plus si horrible que ça pour un rookie play caller, mais voilà, c'était aussi un gros changement et je pense que Zach Robinson va être un peu plus efficient et efficace dans les appels de jeu cette saison. Ok, ok, ok. Mathis, tu es revenu, Mathis, tu nous entends? Non, bon, Non, petit ça bug. frise encore. Ouais, il est frisé. Bref, eh ben, on va avancer, c'est pas grave. Au niveau de la draft, toi, parce qu'on a parlé pas mal de la free agency là, Ouais. au niveau draft, toi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu, qu'est-ce que tu as aimé, ou Ouais. qu'est-ce que tu aurais fait, toi, par exemple? Alors, je sais pas si tu me vois le sourire qui vient directement quand tu parles de la draft. Parce que, en fait, tout ce que j'ai dit sur la free agency de Jason Light est maintenant caduque. Parce que, à la draft, on a drafté en 15e position un des meilleurs joueurs de cette draft, un des top 2 joueurs de cette draft, Ruben Bain Jr. Et rien Qui a que ça, en fait, chuté, qui a chuté, hein, clairement, hein, à sa draft. Hein. et oui, parce que il a c'est un T-Rex, c'est un vrai T-Rex. Pour avoir vu les photos de lui à l'entraînement, il a vraiment des bras minuscules, mais il est tellement puissant, tellement impactant, tellement athlétique en fait sur tout le reste que il y a même pas besoin en fait de s'en inquiéter. Je pense ça va être un excellent joueur, un excellent defensive end, enfin edge rusher, et je pense il aura aussi des belles performances à l'intérieur aussi. La draft, rien que pour ça, du coup, ça fait c'est une intersaison hyper réussie, mais c'était un pari, en fait, d'imaginer qu'un tel joueur tombe à la moitié du premier tour. Sur le reste de la draft, après, ça reste du Jason Light dans le texte. Peut-être une petite réserve sur Josiah Trotter, le linebacker au deuxième tour.
qu'on recrute alors qu'il a, je pense, certaines lacunes en couverture, même si sur sa deuxième partie de saison universitaire, ça a été un peu meilleur. Mais en fait, il y a le petit caveat de il n'a pas le profil de Lavonte David. Par contre, pour ce que va lui demander de faire Todd Bowles, c'est-à-dire d'être très vertical en fait dans son jeu, d'être très blitzant, d'être très gap filler, je pense qu'il va être bon, voire très bon. Et justement d'avoir un linebacker à côté avec Alex Anzalone qui est un peu plus dans le cérébral, un peu plus un profil à la Lavonte David. Je pense que ça va lui apporter. Je pense qu'il y a quelques petites pépites aussi sur cette draft, qui est Ante Scott, qui vient de l'université de Miami, qui joue avec Ruben Bain, qui va pour chez nous jouer surtout dans le slot. Va être super intéressant. Ted Hurst, avec un profil justement à la Mike Evans, grande taille, hyper athlétique, qui va pouvoir faire ses armes en attendant que justement Egbuka, Chris Godwin, Macmillan, ces joueurs-là justement performent. On a une grosse escouade de receveurs, donc on va pas être obligé de le forcer sur le terrain. Et après, des bons joueurs de profondeur. J'aime beaucoup Billy Schrauff, qui je pense aurait pu avoir été sélectionné plus haut malgré s'il n'avait pas eu des problèmes de blessure, pardon. Même Bower Sharp, le dernier tight end, enfin le dernier choix qui était un tight end de LSU, un peu circonspect sur ce choix-là au début, mais en fait les premiers retours des corps rookies a été hyper impressionnant, à marquer touchdown sur touchdown. Donc pourquoi pas, il pourra peut-être même aller chercher une place de tight end 2 derrière Cade Otton. Donc non, globalement très satisfait. On a eu récupéré la value, on a récupéré des bons joueurs de foot en fait. C'est ce que fait Jason Light tous les ans. Donc franchement, une draft, rien à redire sur le move. Ok. Ben moi, je vais suivre Devontae Capart, un joueur de Clemson. Oui, forcément. Donc, je Qu'est-ce vais que le tu suivre en un peu penses, toi, plus. du coup? Bah, je suis content pour lui. C'est un joueur qui passe sous les radars, mais bah, comme toute la défense de Clemson où on a été déçus ces dernières années, mais ça Ouais. reste un joueur qui a un plafond qui peut progresser. Et c'est typiquement les Bucks, c'est typiquement la bonne équipe pour le Ouais. faire progresser et ne pas le mettre, tu vois, il n'a pas besoin de starter tout de suite en rotation. Et ça se trouve, Ouais. dans 2 ou 3 ans, bah, tu te diras, bah, lui, on a bien fait de le drafter et on l'a drafté au 5e tour. C'est la bonne value et ça s'est bien passé, quoi. Donc, alors peut-être que ça marchera pas, hein, mais c'est sûr que je vais le suivre un peu plus de près, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. En plus, defensive tackle, on a une belle profondeur. Il y a Vitavea, forcément, Kalija Kansi, qui a malgré ça quelques blessures. On a Elijah Roberts, qui a été drafté l'année dernière, qui a fait une bonne saison un peu en denti. Donc au final, on va pas être obligé de lancer Capart dans la rotation tout de suite. Même si Logan Hall est parti, en fait, on a quand même des rookies non draftés de l'année dernière, en fait, qui ont eu quelques flashs aussi. Donc on va pas le forcer à jouer et ça va être intéressant de voir s'il se fait une place justement dans la rotation. En tout cas, il a le temps. Oui, c'est ça. Il a le temps. Il a le temps. Mathis, te revoilà. Tu as eu un problème de PC, tu as eu un problème de connexion. Je vois que t'es en galère. T'es en galère. Ah, attends, ton micro est coupé en plus. Oh là là, il n'y a rien qui va. Ça, c'était Ton pas la micro. journée. Ah, Non, c'est bon, ça c'est y bon, est. c'est bon. Non, j'ai eu Ça un y est. problème de connexion surtout. Ouais. Alors, tu as pas Ouais, tout entendu ce qu'on a dit, mais rapidement, si tu as des choses à dire sur la draft ou la free agency des Bucks, tu as quelque chose à dire ou pas? Concrètement, la draft en général des Bucks, je la trouve quand même très très bonne. Ils ont quand même axé la draft sur quelque chose dont ils avaient besoin, qui était effectivement la défense. Pareil pour la free agency. Après, est-ce que je vois forcément les joueurs recrutés, que ce soit à la free agency ou à la draft, être du coup, alors, bon, pour citer que lui, mais être le prochain Lavonte David et rester 15 ans chez les Bucks, je ne pense pas. C'est vraiment un joueur parmi un joueur Oui. sur Ouais, toutes les décennies. C'est Mais c'est quand même des beaux ajouts qui vont du coup rajouter du corps à cette défense un peu friable, surtout au niveau de la course, on l'a vu l'an dernier. Maintenant, est-ce que ça suffira? Et on espère. On va espérer pour les Bucks que ça suffira. l'avocat se range du côté de la défense, monsieur. ouais. Ouais, difficile de lui donner tort sur ça. C'est vrai qu'on a un bel effectif. On a globalement, en fait, on a des bons joueurs partout, mais on n'a pas de gros joueurs à impact. C'est Ouais. ce qui manque et Eh c'est ben, ce qu'on espère, notamment Ruben Ben eh, va pouvoir faire sur sa première saison.
Eh ben, on rentre tout de suite dans le sujet. Ben, les forces et faiblesses pour toi, Valentin et Mathis, n'hésite pas à intervenir. Les forces et les grosses lacunes qu'on peut voir ou les grosses forces que tu peux voir dans ton effectif cette année, Valentin. Vas-y, on t'écoute. Pour moi, globalement, la force, ça va être l'attaque, parce que je pense que la saison dernière a été un petit peu en trompe-l'œil, dans le sens où Josh Grizzard était, ce que je disais tout à l'heure, un rookie play-caller. Donc forcément, il y a des problèmes de séquençage, il y a des problèmes de timing, il y a des problèmes d'appel de jeu, en fait, qui ont fait que la défense a un petit peu sous-performé. Il nous a manqué Mike Evans un temps, bon là, on l'aura plus du tout, mais on a vu que quand même, ça a laissé, en fait, un peu un trou dans l'effectif d'avoir justement ce manque de devoir combler. Là, on aura une intersaison complète pour travailler sur ça. Bucky Irvin a aussi manqué pas mal de temps, et puis surtout la ligne offensive. Pour ceux qui s'en souviennent, Tristan Wirfs a loupé les 2 ou 3 premiers matchs. On s'est retrouvé avec notre centre qui a joué tackle gauche, centre qui était déjà un petit peu en développement, donc forcément ça a retardé aussi sa progression sur la saison. On a eu notre garde droit qui a une blessure de fin de saison. Donc en fait, toute la ligne offensive a été un petit peu en micmac, ce qui a fait qu'on a eu des trous qui se sont créés. Là, normalement, cette année, tout le monde revient un peu plus fort, donc ça va aider à stabiliser le jeu de course, aider à Buck Irvin, Kenneth Gainwell, Sean Tucker aussi à progresser. Et puis après, derrière, justement, avoir le coordinateur offensif qui va pouvoir travailler sans Mike Evans, faire ses plans de jeu sans ce grand receveur typiquement X que toutes les équipes recherchent. Donc je pense que ça va être globalement une grosse force de cette attaque. On peut aller viser justement des hauts plafonds, peut-être même comme ce qu'on avait à l'époque avec Liam Cohen avant qu'il parte chez les Jaguars. Et les faiblesses pour moi, ça va être surtout sur le rideau aérien en fait. Je trouve qu'on a beaucoup, pas forcément de points d'interrogation, mais de paris au niveau des cornerbacks et des safety, pas forcément sur le niveau des joueurs, mais plutôt sur leur capacité à rester en bonne santé toute la saison. Zion McCollum, après justement une grosse montée en puissance sur son contrat rookie, a eu son extension l'intersaison précédente et il n'a pas spécialement montré qu'il l'a mérité sur la saison écoulée. On a perdu Jamel Dean, mais qui de toute façon était blessé quasiment un match sur deux, donc on va pas vraiment voir la différence. On a récupéré donc Benjamin Morrison qui a été blessé un match sur deux, donc on va espérer que ça s'améliore aussi. Mais derrière, en vrai cornerback de périmètre, on va pas avoir grand monde. Si jamais un de ces deux-là se blesse, on a Jacob Parrish qui peut le faire, mais je pense qu'il est meilleur dans le slot aussi. Antoine Whitfield et Tyke Smith qui ont manqué des matchs sur blessure. Donc il y a une espèce de flou juridique, on va dire, sur la couverture aérienne. Est-ce que ça va nous tomber dessus ou pas? Est-ce que le pass rush, justement, les ajouts, donc Ruben Bain, Alaquin Mohamed, on va avoir David Walker aussi, qui était un rookie la saison passée, qui avait raté la saison à cause d'une blessure au croisé. Est-ce que justement, le fait d'avoir plus de monde sur la rotation en pass rush, ça va permettre à des joueurs, même s'ils sont un peu moindres en termes de qualité, de performer dans la couverture aérienne? Ça va être le gros point d'interrogation / faiblesse que je vois sur cette équipe pour la saison qui vient. Ok. Mathis? Bah, effectivement, pour moi, là, alors une grosse force, hein, c'est effectivement d'avoir, sans compter du coup le départ de Mike Evans et la montée de David, c'est de garder tes cadres du coup. Ouais. T'as gardé la plupart de tes joueurs qui font entre guillemets ton vestiaire. C'est la grosse force qu'a eu les Bucks. Certes, tu perds du coup une de tes légendes, enfin deux de tes légendes cette intersaison. Mais j'ai l'impression que du coup, on est sur de la continuité pour les Bucks. On continue avec ce qu'on était en train de faire, même si effectivement, il y a certains joueurs, c'est peut-être pas le bon moment. Enfin, c'est peut-être pas le bon move à faire avec eux, parce que c'est aussi ça les Bucks, hein, c'est qu'il y a beaucoup de blessés qui surtout c'est pas comme les Niners qui se blessent tout le temps, mais les Bucks c'est qui se blessent au mauvais moment. S'ils se blessent au mauvais moment et du coup, souvent la saison peut être en dents de scie comme on a eu l'an dernier. Va falloir vraiment commencer à bosser avec la défense, car du coup le pass rush effectivement du coup fait peur par rapport à l'an dernier, mais surtout la couverture aérienne, comme tu l'as très bien dit Val, pour moi me fait pas forcément frissonner. Je suis receveur 1, un très bon receveur 1 de la ligue. Je me dis qu'à tout moment, en fait, si j'arrive en week 10 contre eux, il y a la moitié de l'effectif aérien qui est blessé ou qui est pas en forme. Donc, c'est sûr que pour l'instant, l'effectif de couverture n'est pas très clinquant. Il y a pas, je vais pas dire qu'il y a pas de gros noms non plus, mais c'est pas très bling bling. Ouais. Et du coup, ce qui fait que cette équipe des Bucks serait plus un underdogs. Parce que en fait c'est ça, c'est qu'on sous-estime forcément beaucoup de joueurs,
mais pour certains joueurs, on a raison de les sous-estimer car j'ai l'impression qu'on a trop d'attentes par rapport à ce qu'ils peuvent donner. Ouais. Après, Zion McCollum a montré, alors pas la saison passée, mais la saison d'avant, avant qu'il ait son contrat, qu'il était en capacité de vraiment bloquer le receveur 1. Je me souviens, je crois que c'était contre H. Brown, je sais plus quel receveur de vraiment une pointure de très haut niveau, où justement il avait fait un très bon match. Je crois que sur la saison 2024, du coup, sur la première moitié de saison, en termes de sur PFF, alors pour ce que ça vaut, moi je trouve que c'est un bon indicateur, même si c'est pas religion non plus. Sur PFF, c'était le meilleur cornerback de la ligue pour la première moitié 2024. Donc il a montré qu'il pouvait avoir ce niveau. Maintenant, reste à savoir est-ce qu'il peut le remonter, refaire en fait. Maintenant qu'il a eu son gros contrat, maintenant qu'il a plus ses problèmes de blessure, il avait aussi une fracture à la main début de saison. Donc c'est un peu le point d'interrogation, c'est de savoir. On a les joueurs qui peuvent performer. Ils ont montré au moins par flash qu'ils pouvaient performer. Notamment en défense. Maintenant, est-ce que ça peut tenir sur toute une saison? Et surtout, une fois qu'il y aura ces blessures, parce qu'on est dans un sport de collision hyper violent, une fois qu'il y a ces blessures, est-ce que Todd Bowles va pouvoir adapter son schéma de jeu pour que la défense reste performante avec les nouveaux profils qui sont sur le terrain? Et ça, je suis pas sûr que la réponse soit vraiment rassurante. Ok. Moi, je dirais juste un mot pour conclure cette partie. Moi, je dirais s'il faut regarder les Bucks, je vous donne les noms. Et rien que ça donne envie de regarder les matchs. Baker Mayfield, Becky Irving, Emeka Egbuka, Chris Godwin, Jalen McMillan et Cade Otton. Et bien rien que ça déjà, il y a déjà pas mal de défense. Ils vont se casser pas mal la tête à pouvoir savoir lequel va recevoir le ballon. Hein, parce que Macmillan, on l'a un peu oublié l'année dernière parce qu'il a été blessé et puis Egbuka, il se blesse, je crois, en playoff l'année d'avant et il revient un peu tardivement dans la saison. Mais si tu prends un Macmillan et un Egbuka en feu, j'ai hâte de voir puis Otton un peu au milieu qui va se dispatcher un peu et qui va aider Baker Mayfield à trouver des solutions par moment. Mais Godwin, Pepper qui est là encore, qui est capable de faire le travail. Et ben rien que ça, et ben il y a déjà de quoi se casser la tête. Et si vous regardez les matchs, et on sait que Baker Mayfield par moment, il peut envoyer à tout va et ça peut être des actions de malade. Et si vous les frissonnez par moment, et ben les Bucks c'est l'équipe à regarder quoi. C'est l'équipe à regarder. Macmillan, c'est mon sleeper pour cette attaque cette saison parce que justement, il a montré pendant sa saison rookie qu'il avait le potentiel pour être un vrai receveur très productif. Je pense que les défenses vont se concentrer surtout sur Egbuka et Chris Godwin et on va laisser justement Macmillan un peu plus tranquille et je pense que c'est là où il va pouvoir manger. Voilà, si vous êtes en fantasy dans les drafts de fin de tour, enfin dans les tours de fin de draft plutôt, allez chercher Jalen Macmillan. Je pense que vous serez ravis de ce qu'il va proposer. Donc maintenant qu'on a passé cette partie et que voilà, on a un peu balancé les étoiles, voilà, pour regarder les Bucks. Voilà, je donne de la force à Valentin, je donne de la force à ton équipe. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est vrai que on va maintenant passer sur on va dire le pronostic, les attentes, voilà, savoir si le classement de division et s'il y a playoff ou pas. On énumère le calendrier de la saison. S'il veut bien s'afficher, voilà, parfait. Donc du coup, vous commencez par un match chez les Bengals, vous allez recevoir les Browns, les Vikings, les Green Bay Packers, vous avez 3 matchs à domicile, ensuite vous allez chez les Cowboys, les Steelers chez vous, les Panthers chez eux, les Falcons chez vous, les Bears chez eux. Vous êtes en bye week en week 10, ce qui est plutôt intéressant quand tu as une bye week à cette période-là, je trouve. C'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez chez les Lions, vous recevez les Panthers, vous allez recevoir aussi les Chargers. Vous allez chez les Ravens, vous recevez les Saints. Vous finissez après par un match, du moins, vous avez en week 16 les Falcons. Vous allez chez les Falcons, du moins. Vous allez après recevoir les Rams et vous finissez chez les Saints, chez vos rivaux, quoi. Hein. Et du coup, au niveau pronostic, toi, Valentin, où tu te vois, où tu te situes? Très compliqué à pronostiquer parce que, comme je disais, en fait, il y a une espèce de dichotomie entre la qualité de l'effectif qu'il y a et le produit qui est proposé sur le terrain. Je pense qu'on a un meilleur effectif que ce qui est proposé, notamment en défense. Donc, moi, je verrais une saison à 8-9, entre 8-9 et 10-7, du coup, avec un delta comme ça. Je pense que ça va être plus compliqué que ce qu'on pourrait le penser.
Après, par exemple, je vois les Rams en week 17. S'ils sont à 16-0 à ce moment-là, peut-être qu'ils commenceront déjà à mettre les remplaçants. Donc peut-être qu'on peut gratter une victoire comme ça aussi, éviter de taper Myles Garrett. Mais je pense que ça va être une saison qui va être un peu frustrante. Il faut espérer juste que Todd Bowles nous fasse pas son secret qui est en mi-saison, en fait, faire une série de 3-4 défaites minimum. Sinon, on peut dire adieu aux playoffs. Mais si on dit adieu aux playoffs, on dit adieu à Todd Bowles. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ok. Donc c'est un bien pour un mal finalement. C'est ça, c'est ça. Les Glazers, les propriétaires, n'ont jamais gardé un coach qui a fait 2 saisons négatives d'affilée. Donc, au final, si on arrive justement dans ces endroits-là, ça serait aussi pas mal. Alors, les Glazers, j'ai un mot quand même. Ils gèrent très très mal Manchester United, mais par contre, les Bucks, ils les gèrent bien. Et ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est surprenant. surprenant. C'est des très bons propriétaires. Ah ouais, non, mais quand tu les vois, Manchester United, c'est une catastrophe. Une cata. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref. Moi, je me dis. Après, je donnerai la parole à Mathis. Moi, voilà, sur les 3 matchs, les Bengals, je mets un point d'interrogation. 50-50, c'est chez eux. À savoir comment va être Joe Burrow, comment va se débuter la saison chez les Bengals. On sait qu'ils débutent jamais bien la saison, mais ça reste un point d'interrogation. Je pense que les 3 matchs après à domicile, je vous en prenais au moins 2 sur les 3. Les Cowboys, point d'interrogation quand même. Les Pittsburgh Steelers, ça reste un point d'interrogation. Je pense que les Panthers Falcons, nous en prenez un sur les 2, quoi qu'il arrive, à chaque fois. Inversé, pareil avec les Saints et les Falcons, week 15, week 16. Moi, je pense que vous pourrez allez, bonne saison, très bonne saison. Vous remportez la division 11-6. Je me dis ça c'est jouable. Tu vois, défaite contre les Bengals, 7 premiers matchs, défaite contre Green Bay peut-être ou les Vikings, on ne sait jamais. Défaite à Baltimore, une défaite aux Panthers et peut-être chez les Falcons. Et les Rams, et puis voilà, tu les as, tes 6 défaites. Quoi. Voilà, en gros, voilà un peu comment ça se situe. Moi, voilà, comme je dirais, pour moi, ça serait une saison. Vous ne faites pas les playoffs, vous faites la même saison que l'année dernière. Pour moi, c'est presque faute professionnelle. Moi, pour moi, je suis entièrement d'accord. Mathis ? Je suis un peu plus mesuré, on va dire que je les vois avec. Allez, on va dire comme du coup l'an dernier, ils vont finir sur un 8-9, tout dégueulasse. Pas forcément sur la fin de la saison qu'ils ont foiré, mais c'est juste que le calendrier est trop compliqué. C'est effectivement, comme on a dit, c'est une signation, c'est pas trop s'ils vont gagner, perdre, ça dépendra de comment ils veulent jouer et quelles armes ils auront à ce moment-là. Mais après, pour les rivaux de division, je pense pas que vous perdiez tant que ça. Je pense que vous allez perdre contre les Panthers au moins une fois. Baltimore à domicile, va falloir aller les chercher. Les 2 Los Angeles que vous allez vous taper fin de saison, mais c'est chez eux. Va falloir aussi. C'est ça. C'est chez eux, mais va falloir aussi se les coltiner. Ouais, mais tu sais, les Rams, une équipe traverse le pays et tout, c'est jamais simple. Hein. C'est jamais simple. Même si ça tombe pas sur la Floride, c'est jamais simple. Imagine un truc très très rapide. Les Rams, avec tout ce qu'ils ont fait cet été, d'un coup, ils sont en, je sais pas, en 10 à 6. Faut qu'ils gagnent. Là, ils vont te mettre tous tes titulaires et ils vont y aller le couteau entre les dents pour aller te fumer. Non, mais bien évidemment. Ou s'ils sont en 14-0, ils mettront du coup les remplaçants pour éviter de mettre trop de blessures potentielles à leur titulaire. Mais pour moi, ça va être à peu près ça. Ça va être un 8-9 ou effectivement un 9-8 dans ces eaux-là et potentiellement Balls, il saute. Moi, je pense que 10 victoires, tu remportes la division. 10 victoires, tu remportes la division. On sait comment se passe la NFC Sud, j'allais dire Source et Sud, j'ai fait un mélange. Voilà, mais on sait comment ça se passe à la NFC Sud. Et je pense que si tu as 10 victoires, tu remportes la division. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est gagné d'avance, loin de là. Mais ça va dépendre des Panthers aussi. Atlanta, c'est quand même un nouveau coach. Les Panthers, est-ce qu'ils vont confirmer? Ça a tourné dans leur sens l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'ils finissent avec le même bilan que les Bucks, aussi, malgré tout. Donc, ils vont en playoff avec un bilan de 8-9. C'est quand même très rare. Si tu ne qualifies pas le premier de division, ils n'y sont jamais. Voilà. Donc, il y a quand même
Les Bears, est-ce que ça va confirmer que vous rencontrez chez eux? Green Bay, c'est quand même une grosse pointe d'interrogation. Les Vikings, voilà, Kyler Murray ou pas, bref. Voilà, pour moi, les certitudes, là, sur des matchs que l'on a, aujourd'hui, tu as Baltimore, tu as les Rams, tu as les Bengals, si c'est en pleine forme, tu as les Bengals quand même que ça peut être, T'as les Bears. chiant. Les Bears, on ne sait pas. Moi, j'arrive pas à trop les situer, donc je ne sais pas. Ces matchs, pas faciles, hein. Mais les matchs, les équipes sûres, les Steelers, pareil, sûrs aussi, parce que tu sais que voilà, c'est installé, c'est là, ça a toujours eu des équipes chiantes à jouer. Voilà ce que je peux dire. Après, les autres, les Chargers, c'est un point d'interrogation, les Falcons, point d'interrogation, les Saints, point d'interrogation. En fait, on ne sait pas faut exactement pas que ce soit où ça va, quoi. Voilà. Faut pas que ce soit des matchs trop serrés, parce que on a vu ce qui s'est passé avec les matchs trop serrés l'an dernier. On va remuer encore un peu le couteau dans la plaie en disant ça, mais quand tu regardes sur la plupart des matchs que les Bucks ont perdus l'an dernier, il y a même pas un TD souvent. Oui, mais quand ça tourne dans ton sens, regarde, nous, Kansas City, il y a 2 ans, on a remporté tous les matchs à moins d'une possession, et puis l'année dernière, ça passait Ouais, pas. mais Donc, il y a des années, tu vois, ça passe pas. c'est ça. Donc en fait, si tu gagnes ou tu perds mais sur sur une le possession, papier, tu sais que mais il y a presque rien. Ouais, mais je parle sur le papier, c'est quand même l'équipe quasiment la plus complète de la division, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Donc, sur le papier, je parle, hein. Oui, Parce que sur là, le papier, oui. au regard du calendrier, globalement, je trouve que c'est du 50-50 sur à peu près toutes les semaines. Je pense que les Panthers, justement, ils ont atteint leur plafond de verre la saison dernière parce que Bryce Young, c'est pas ça. Par contre, les Saints me font plus peur maintenant que la saison passée parce que Tyler Shock, m'a vraiment convaincu sur ce qu'il a fait et je pense que justement, il il a a ramené fait des armes en plus. Ouais. Mais à part Baltimore, les Rams et les Lions, où on est clairement en dessous, je pense qu'à peu près tous les matchs, c'est au mieux un 50-50 et ça va être à qui aura le plus d'envie sur le terrain derrière ou qui sera le mieux préparé. Exactement. Et encore, chaque semaine. Et écoute, entre les dents chaque semaine, on peut faire confiance quand même à Baker Mayfield pour l'avoir, hein, malgré tout. Hein. Ouais. Lui, il et encore, quand tu dis forcément certaines équipes au-dessus, alors je vais mettre une balle à mon équipe, hein, mais Baltimore, je la vois pas forcément au-dessus des Bucks. Hein. Lamar Jackson, rien que ça, en fait, je pense que s'il arrive à faire une saison complète, il te met dans le tiers supérieur des équipes de la Ligue. Je spoil pas la preview des Ravens, mais il y a en gros titre, il y a Lamar dedans, quoi. Donc, je t'en dis pas plus. Oui. J'en dis pas plus. Bref. Je le changerai peut-être d'ici là, on verra. Bref, messieurs, donc on a fait le point sur le calendrier. Maintenant, c'est la dernière question. On va conclure la preview là-dessus. Valentin, tu es GM. Qu'est-ce que tu aurais fait peut-être avant, pendant la free agency, ou est-ce que tu ferais maintenant? On sait que la free agency est encore ouverte. Il y a encore des choses à faire. Qu'est-ce que tu ferais? Et c'est très difficile comme question parce que en fait, le seul move que j'aurais fait différemment, c'est d'aller chercher, comme je disais un peu au début de l'émission, aller chercher un gros edge rusher, tu vois, une grosse présence, un Crosby, un Hendrickson, justement pour avoir ce joueur d'impact qui tout de suite va faire monter un cran à l'équipe. Mais derrière, on est allé chercher Ruben Bain à la draft et c'est sûrement ce pic-là qu'il aurait fallu envoyer pour aller chercher le edge. Donc au final, je préfère encore avoir un Ruben Bain plein de promesses sur contrat rookie qui va justement pouvoir rester et monter en puissance tranquillement. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mike Evans, on ne le re-signe pas, mais en fait, de ce qu'on a vu, je ne sais plus à combien il signe aux 49ers, mais c'était pour 13 ou 14 millions, et je crois qu'on lui avait fait une offre à 20 millions ou à plus de 20 millions. Donc, il n'y a rien qu'on aurait pu faire, c'est lui qui n'a pas voulu. Peut-être que là, du coup, ce que je ferais, c'est re-signer Baker Mayfield directement. Ouais, c'est ça, 14 millions, ouais. Ouais, c'est ça, et je crois que les chiffres qui sortent, bon, c'est forcément, ils le diront jamais de vive voix, mais c'est dans les 19, 21 millions, 22 millions, donc bien au-dessus du prix du marché, et il n'a pas voulu rester parce qu'il voulait plus jouer pour Todd Bowles, en fait, tout simplement. Donc, non, re-signer Baker Mayfield, parce que je pense que c'est un quarterback qui peut t'amener au bout. Il a montré, en fait, que quand tu cherches un quarterback qui peut t'amener au bout, c'est avoir une équipe assez solide pour aller en playoff, et après avoir un quarterback qui peut faire un run sur 3, 4, 5 matchs en playoff pour aller jusqu'au bout et gagner le Super Bowl. Baker Mayfield, début de saison dernière, il a montré qu'il avait ça en lui. Il a montré qu'il pouvait porter l'équipe, que même dans les moments clutch où il y a la pression, il pouvait y aller. Et comme je disais, le champion en titre, les Eagles, on perd à une possession parce qu'on s'est fait bloquer et retourner à un field goal pour un touchdown. Donc au final, il nous a porté à être là-dedans. Donc moi, je le re-signerai et je lui donnerai son contrat, je lui donnerai ses 50 millions. On a dans le front office
les experts du cap qui peuvent justement moduler ça pour que ça ne nous bloque pas derrière pour signer un Yaya Diaby qui a montré de très belles choses et qui a montré qu'il avait ce potentiel d'être un très bon numéro 2, si ce n'est un numéro 1 compétent. Donc je pense que ce serait ça. Ok, très bien. Parfait. Eh ben, c'était la question de fin. Donc voilà. Merci Valentin d'avoir accepté encore de jouer le jeu avec nous cette année pour la preview de ta franchise de cœur. Donc Valentin, vous pouvez le suivre sur Bucks France sur X. Et si tu as d'autres réseaux, n'hésite pas à nous le dire. Hein, si tu en as d'autres. J'ai que ça. Je D'accord, 100% Twitos. Ok, d'accord. Parfait. Et nous, je vais faire la promo pour nous. Donc, le FootUS Media, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous donner de la force. C'est ce qui nous permet d'avancer sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, X, bien évidemment. Et bien sûr, la page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de vous. Il faut faire monter les followers sur YouTube. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on a travaillé sur un peu les visuels et tout. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à venir donner de la force aussi à Valentin pour sa saison avec les Bucks. Mathis, je te remercie pour cette preview. Valentin, encore merci d'avoir joué le jeu. Merci. Je te souhaite une bonne Merci à saison. vous. Et n'hésite pas à revenir quand tu veux dans la saison. La porte est grande Toujours ouverte. avec plaisir. Bien évidemment. Et je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée pour ceux qui ont écouté l'épisode. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Et prochaine preview, les Cardinals. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.